Trouver un médecin traitant dans le Rhône, c'est devenu presque un parcours du combattant. Notre département n'est pas épargné par la pénurie de médecins généralistes. Ils refusent chaque jour des dizaines de nouveaux patients. Reportage de Jade Terlinck avec Olivier Jouglard. Grippe, rhume ou encore Covid, l'hiver apporte son lot de maladies. Mais si vous venez d'arriver en ville, trouver un médecin qui vous accepte comme nouveau patient, ce n'est pas facile. Quand je suis arrivé sur place, j'ai cherché durant bien 5 mois, je dirais. Pendant 5 mois, j'ai pris refus sur refus. Dès que je démarche, on va dire, un médecin, je suis désolé, je ne peux pas prendre plus de nouveaux patients. Ça fait 3 ans que j'ai pas de médecin traitant. On a eu une part de chance, sinon c'était très compliqué de trouver des médecins dans le coin. Ouais. J'ai attendu 30 minutes sur la plateforme d'attente et pour qu'on me dise que finalement il n'y avait même pas de possibilité. Donc on ne peut pas se soigner correctement et avec 3 jeunes enfants c'est un peu compliqué. Dans ce cabinet du 2e arrondissement, Allô ? le téléphone de cette médecin ne cesse de sonner et parmi les appels, beaucoup de nouveaux patients que la professionnelle de santé doit refuser. On a une demande quotidienne, pluriquotidienne, de recevoir des nouveaux patients et on se sent en échec à chaque fois de leur dire non. Quand on vous dit au téléphone, vous êtes le 7e médecin que j'appelle et qui me refuse, c'est extrêmement difficile à gérer. Prendre en charge des nouveaux patients me semble impossible avec une journée qui commence à 9h et qui finit autour de 21h, 21h30. Cette médecin compte aujourd'hui 1500 patients inscrits dans son cabinet. En 2021, 11% des patients de 17 ans et plus n'avaient pas de médecin traitant, soit près de 6 millions en France. La police municipale de Pierre-Bénite a porté plainte au nom de la mairie dans la nuit de vendredi à samedi. 8 véhicules municipaux, dont 2 de police, ont été incendiés. Une enquête a été ouverte pour destruction par incendie. Mais selon le maire Jérôme Mauroge, ces événements seraient en lien direct avec la politique anti-drogue menée par la municipalité. On a déjà été victime de jets de pétards sur nos véhicules. Le poste a été visé 2 fois par les tirs de mortier au 14 juillet et le soir d'Halloween. Donc c'était déjà des actions qui visaient, je pense, notre action sur certains points de rassemblement, comme les points de deal qu'on peut avoir sur la commune. Ils sont déterminés. Ils veulent nous envoyer un message, c'est-à-dire que je pense qu'on les dérange. Effectivement, comme a dit monsieur le maire, quelque part on dérange et nous, on fait notre travail, ni plus ni moins. Il n'y a ni de haine, ni de rancune ou quoi que ce soit. On va continuer dans ce sens-là, puisque c'est la commande politique. Et c'est la demande des riverains aussi, qui en ont assez de ces incivilités, et également de ce trafic de stupes qui grandène ce quartier qui se passe sous les yeux des mineurs. Recevoir son courrier seulement 1 jour sur 2, ce sera le cas pour les habitants du 3e arrondissement de Lyon à partir du mois de mars. La Poste a décidé de lancer une expérimentation afin de s'adapter au mieux aux évolutions du terrain. Les précisions de Lauriane Pellao. Plus de tournées quotidiennes dès le mois de mars. Vous recevrez votre courrier 1 jour sur 2 si vous habitez dans le 3e arrondissement de Lyon. La Poste effectue une phase de test dans plusieurs villes avant de généraliser ce système. Seuls les courriers urgents, les colis, la presse ou les recommandés seront toujours distribués chaque jour. L'objectif, selon la Poste, c'est de s'adapter. Depuis 2008, le volume de courriers distribués a chuté. Il est passé de 18 milliards de lettres à 7 milliards au niveau national. Pour les Lyonnais, cette mesure ne semble pas poser de problème. Écoutez. Je ne reçois pas une grande quantité de courriers. Personnellement, ça ne m'impacte pas. Je vois pas trop l'inconvénient. Pour moi, une lettre, si ça arrive en 2 ou 3 jours, c'est pas grave. La plupart de mes communications, je les fais maintenant par Internet, par WhatsApp ou par Messenger, donc il n'y a pas de problème particulier. Je trouve ça bien pour certaines personnes, comme par exemple pour les jeunes qui utilisent bien les nouvelles technologies, mais c'est plus pour les personnes un peu plus âgées, je pense, qui auront du mal à se faire à ça, à mon avis. En revanche, les syndicats sont inquiets. Ils craignent que cette diminution des tournées entraîne une réduction du nombre de facteurs. La Poste, elle, dément. Ces expérimentations ont pour but justement de s'adapter au mieux aux évolutions du métier sur le terrain. En 15 ans, le nombre de courriers urgents a été divisé par 14.
En bref, sachez que le pont Bonaparte sera en travaux toute l'année. Au programme, rénovation de la chaussée et des trottoirs, renforcement de la structure en béton, mais aussi aménagement de la future voie lyonnaise numéro 12 pour un coût total de 2,5 millions d'euros. Alors la circulation sera maintenue pendant la durée des travaux, sauf entre le 15 juillet et le 15 août. Les véhicules ne seront pas autorisés à emprunter le pont pendant l'été. Depuis la sortie de Tirailleurs la semaine dernière au cinéma, le Tata de Chasselet a vu sa fréquentation multipliée par 3. Dans son dernier film, Omar Sy a voulu rendre hommage aux tirailleurs sénégalais qui se sont battus pour la France pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. 188 d'entre eux sont enterrés à Chasselet. Adrien Blétry. C'est là où ils ont été regroupés. C'est dans cet espace-là qu'ils ont tous été massacrés. Le 19 juin 1940, 188 tirailleurs sénégalais sont morts en défendant une zone très stratégique pour les Allemands, celle de la jonction avec l'Italie. 2 ans plus tard, ce Tata voit le jour. Un Tata, c'est une fortification sacrée en Afrique de l'Ouest. Ce monument est resté longtemps dans l'anonymat national. C'est un pan de l'histoire que la France n'assume pas. N'assume pas avoir forcé des gens à venir ici combattre, n'assume pas d'avoir oublié les gens qui sont venus combattre ici, et on fait en sorte de ne jamais en parler, comme si ça n'avait jamais existé. Mais depuis quelques jours, tout change. Des familles arrivent même à retrouver la trace de leurs ancêtres. C'est un Mauritanien dont la famille est venue ici se recueillir. Certainement, ce serait la même chose pour toutes ces personnes-là, identifiées, mais que dont les parents ignorent où ils étaient, quoi. Le film Tirailleurs amène aussi des curieux qui veulent en savoir plus. Je connaissais un peu l'histoire et puis on était passé et l'architecture est caractéristique. Donc aujourd'hui, après le film, je me suis dit on va aller y faire un tour. On devrait en parler quand même, le raconter. Hier, j'ai été étonné de voir ce film, quoi. Je ne connaissais pas. Depuis une semaine, la fréquentation du site a triplé. La plupart des visiteurs viennent ici après avoir vu le film Tirailleurs. Omar Sy a d'ailleurs un membre de sa famille qui repose ici au Tata du Chasselet. C'était le 9 janvier 1943. La prison de Montluc était réquisitionnée par la Gestapo. Le maréchal de Lattre de Tassigny, incarcéré par le gouvernement de Vichy, était alors transféré de Montluc à la prison Saint-Paul. Une cérémonie a été organisée cet après-midi pour le 80e anniversaire. Des fleurs ont notamment été déposées devant les plaques commémoratives. Et vous voyez la ferveur populaire. Et on a des personnes qui sont venues de Troyes en Champagne, qui sont venues de Paris, qui sont venues de la Bourgogne, qui sont venues de la Drôme, un petit peu de toute la France. Et je trouve que c'est bien de se rappeler. Il est important de marquer les événements. C'est pas pour autant qu'on vit dans le passé. Nous sommes franchement ancrés dans le présent. Mais le présent est un petit peu conditionné par la sauvegarde du souvenir. La cathédrale Notre-Dame de Paris doit rouvrir l'année prochaine en 2024, soit 5 ans après l'incendie qui l'a touchée. En ce moment, les vitraux sont en cours de restauration, car même s'ils n'ont pas été abîmés directement par l'incendie, ils doivent faire l'objet d'un nettoyage approfondi. 8 ateliers en France ont été sélectionnés, parmi eux l'atelier Vitrail Saint-Georges à Saint-Genis-les-Olières. Adrien Blétry. Le compte à rebours est lancé. Sur les 15 salariés de l'entreprise, 8 sont mobilisés sur les vitraux de Notre-Dame. La première étape, avant la restauration, c'est de nettoyer le vitrail au peigne fin. Donc là, on a typiquement un panneau qui est pas nettoyé de ce côté-là et nettoyé de ce côté-ci. L'atelier Vitrail Saint-Georges a déjà connu un plus gros chantier avec la verrière des Galeries Lafayette de Lyon il y a 4 ans. Pour ce chantier historique, ce qui est inédit, c'est le peu de temps dont dispose l'équipe de gens pour restaurer 400 mètres carrés de vitraux. Un chantier pareil, en temps normal, je pense qu'on peut largement, en temps normal, on peut largement doubler le temps, voire le tripler. Le travail est minutieux, une grosse partie du plomb abîmé doit être délicatement retirée du vitrail avant de faire peau neuve. Je vais bientôt m'apprêter à souder mon plomb tout neuf sur le vieux plomb du vitrail. Une chose est sûre, toute l'équipe est bien consciente de ce qu'elle a entre ses mains. Je l'ai vu brûler quand j'étais à Paris. Et quand j'ai intégré cet atelier, j'ai appris qu'on allait restaurer Notre-Dame. Donc, évidemment, une restauration pareille, ça a une portée particulière, symbolique, on pourrait dire émotionnelle pour certains. Je suis
toute nouvelle et c'est le chantier le plus impressionnant que je verrai dans ma vie. Je verrai ça qu'une fois et c'est vraiment c'est un honneur quelque part. Même si la restauration a débuté, c'est encore une phase de test pour l'atelier. Les architectes des monuments historiques nationaux vont venir ici dans quelques jours pour valider toutes les rénovations effectuées.